Bienvenue au Coach Show, épisode 14 cette semaine. Encore une fois, énormément de stock dans l'épisode aujourd'hui, Matt. Ouais, on est dans les potins aussi, beaucoup ces temps-ci dans le monde du combat. J'ai bien hâte d'en jaser. Donc, pour voir les épisodes précédents, abonnez-vous sur nos pages Facebook, nos pages YouTube, sur le Co-Sport également. Co-Sport, on a tous les épisodes de tous les podcasts qui sont sur cette plateforme-là. Donc, Coach Show qui est là aussi, les extras avec les entrevues face à face. Et cette semaine, avant de commencer au premier round, on a un petit concours pour vous autres. Oui, un concours qui nous vient de Samouraï MMA. La générosité, Daniel Lafont nous a envoyé un message pour nous offrir une paire de billets pour le show au Colisée de Laval le 27 mars. C'est là. Oui, c'est dans 2 semaines. Donc, gros show de Samouraï MMA. Beaucoup de bonnes têtes d'affiche. Le début du tournoi 135 livres également. Donc, un bel événement local à saveur canadienne aussi, avec des combattants d'un peu partout au Canada. Daniel Lafont qui nous offre une paire de billets, Pat. Donc, pour gagner cette paire de billets-là, cette semaine, j'ai Firas Zahabi qui va être en entrevue au face-à-face. Donc, la question porte sur cette entrevue-là. Donc, je veux savoir depuis combien de temps, en quelle année il est devenu propriétaire du Tristar. Oh, bonne question. Ouais. On va parler de ça, justement, depuis tant d'années qu'il est propriétaire du Tristar, comment il a réussi à changer cette équipe-là, comment il a réussi à rendre cette équipe-là au sommet de toutes les équipes au monde. Tout à fait. Donc, pour savoir ça, abonnez-vous sur Co-Sport dans les extras pour voir cette entrevue-là parce que le show il est là. C'est le 27 mars, c'est dans 2 semaines. Donc, c'est ça, 2 semaines. On va annoncer le gagnant la semaine prochaine au prochain show. Au prochain show. Ouais, au prochain show de jeudi prochain, on va annoncer le gagnant. Puis évidemment, abonnez-vous à toutes nos pages pour être éligible au concours puis pour répondre à la question. Exact. Donc, répondez-nous sous nos... partout, sur YouTube ou whatever. Sur toutes nos plateformes. Partout, sur toutes les vidéos qu'il va y avoir. Donnez-nous la réponse à cette question-là et on va choisir à travers toutes les bonnes réponses à travers notre superbe communauté du Co-Sport. Évidemment, la firme Samson Belair de Lloyd et Touche va tout sanctionner ça pour le tirage. Là. Hein? Je sais pas. OK. C'est le premier round. Round 1. Matt, premier round, écoute, oui, on va parler du UFC de la Maison-Blanche, on va parler de draft, on va parler de PFL, on va parler du gros combat de Carano et Rousey. Un autre combat qui s'est ajouté à ce combat-là, à ce gars-là, ça n'a pas rapport. Mais là, on va commencer avec une nouvelle qui s'est passée ici au Québec. On n'avait pas parlé la semaine passée, puis c'est notre faute. Honnêtement, ça nous a comme glissé la semaine passée. On avait un gros show aussi. On avait aussi les enfants dans le studio à cause de la semaine de relâche, donc ça nous a peut-être dérangé un peu. Mais Steven Butler, 30 ans, qui était allé assommer pour la première fois de sa carrière Ramadan Inesi au 2e round au casino. Il met la main sur la ceinture continentale des Amériques des super mi-moyens WBA. Oui, tout à fait. Encore une fois, une belle carte du côté du casino de Montréal. Butler, on est content. Ça lui donne une ressurgence à 168 livres. Oui, c'est ça. Il est 4-0 à 168. Là. Sans m'avoir trouvé son spot. C'est ça au niveau des coupes de poids, etc. Puis il a gardé sa vitesse. Donc, il va chercher plus de puissance, puis il a gardé sa vitesse à 168 livres. Donc, excellente victoire pour lui, pour vrai. Il n'est pas juste 4-0. Il a knocké ses 4 gars à 168 livres. Là. On le dit souvent, il faut donner des arguments pour monter dans les classements ou pour amener les projecteurs sur nous. Ben, lui, il le fait de belle façon. Il a toujours eu cette force de frappe-là, Steven Butler. Là, il le démontre. On dirait à 168 livres, c'est encore plus pesant. Exact. Je pense qu'il est peut-être plus à l'aise, plus en santé aussi. Ça draine un peu moins pour faire le poids. Je sais pas, mais clairement, il a découvert une nouvelle naissance un peu à ce poids-là. Fontaine de jouvence. Oui, exact. Puis à 30 ans, ben, il est là. Il y a des combats pivots rendus à 30 ans là, pour un boxeur. C'est là où jamais, je pense. Puis là, c'est sûr que là, ils vont s'attaquer à la ceinture de WBA de Armando Resendiz. Ça va être intéressant de voir l'évolution, là, parce que comme tu l'as dit, 4-0, 4 knockouts, il est spectaculaire. Puis là, ils viennent de knocker un gars qui s'était jamais fait knocker dans sa carrière aussi, puis il l'a démoli. Là. Exact, ça parle encore plus. Puis ça donne des arguments à un promoteur pour build up le combat pour la ceinture WBA. C'est pas un combat qui va être plate, là. On s'entend, là. Non. Fait que j'ai hâte de voir la suite. Est-ce qu'il est à un combat de ça? Est-ce qu'ils veulent s'y attaquer tout de suite? J'ai vraiment hâte de voir ça. Ça pourrait nous amener un combat d'envergure. Puis là, dans cette promotion-là, tu as Christian Mbili qui est là aussi. Donc, en train de construire quelque chose de solide là, pour aller sur le marché international puis dominer le marché international pour voir avec ces deux gars-là. Tu as Christian Mbili, puis tu as un autre bon prospect québécois aussi. C'est-tu Wilkin Mathieu qui est à 168 livres ou l'autre? Excuse-moi, j'ai un blanc. On en a parlé dans des épisodes précédents. Fait que chez Eye of Tiger Management, si ma mémoire elle me fait pas défaut, tu as 3 gros combattants à 168 livres. À la limite, ça peut donner une guerre locale. Sait-on jamais, tu sais, mettons, mais je trouve ça vraiment intéressant. Tu disais que ça ne donne pas des combats plates. Est-ce que l'UFC 326 en fin de semaine était plate?
Mais non, il était pas plate. Okay. Arrêtez avec ça. Arrêtez. Bon, là, c'est le grappler qui parle. Non, là. mais je comprends. Ouais. Moi, je pose la question pour tout le monde. Ah, c'est... Bon, on attaque tout de suite le main event. On y va. Bon. BMF belt. Est-ce que c'est un combat type BMF? Pas du tout. Tu sais, ce qui était frustrant, je pense que tout le monde est fan de Charles Oliveira là, dans le giron du MMA. Mais ça, c'est le combat qu'il aurait dû faire dans ses derniers combats de championnat qu'il y a eu, ou ses derniers gros combats. Tu sais, j'en ai parlé, je pense, la semaine dernière. Son fighting IQ, je l'ai trouvé très déficient dans les dernières années. On en avait parlé. Aller à la guerre, le menton en l'air, boxe basse, aller dans des brawls contre des brawlers. Ben, pas des brawlers, mais contre des gars avec des stand-up chirurgicales. Puis là, il a joué ce qu'il fallait qu'il joue. Il s'est collé, il a lutté, il a bien paru. Il avait l'air fort, là. Oliveira avait l'air d'un enfant Holloway avait l'air d'un enfant d'école. Ouais. Il l'a lutté, l'emmené au sol, puis tu sais, on le sait, son sol est incroyable. C'était vraiment un beau display, une belle démonstration d'MMA. C'était safe, mais c'était brillant. Ah, c'est... Je veux dire, à un moment donné, c'était à Holloway de sortir de là. Ah, tout à fait. Mais c'est facile à dire quand tu es assis chez vous. Là, pas sûr qu'il y a grand monde capable de sortir de l'emprise d'Oliveira quand il est à terre, mais il reste que c'est ça pareil. Mais c'est sûr que là, ce qu'on a vu par le passé, Masvidal, Gage, Holloway, comment ils sont allés chercher les ceintures de BMF, tu t'attends à ce que ça se tape sa gueule parce que c'est le baddest motherfucker belt. Exact. Tu t'attends pas à une guerre technique comme ça, puis aussi une domination un peu au sol qui a un petit peu moins d'action. Mais il reste que le but, c'est d'aller chercher la victoire. Puis là, écoute, ça a été quasiment un walk in the park. Walk in the park, ça me faisait beaucoup penser à Aljamain Sterling contre Peter Yan. Quand Sterling a battu Peter Yan, il avait le don d'arriver dans son dos à chaque amener au sol. C'est ce qu'il a fait. Bon, là, il y en a plusieurs qui chialent. Il n'a pas réussi à le finir. Il a eu son dos pendant 20 minutes pratiquement dans le combat. Hey, quiconque a fait du jiu, de surcroît du MMA, finir un gars quand on a le back, là, tout le monde pense que c'est facile, le rear naked choke tombe dans les mains. Non, c'est très, très, très difficile, surtout quand t'as quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Fait que c'était très bon. Puis ça l'a encore démontré qu'Holloway, à 155 livres, c'est trop gros pour lui. Ben là, clairement, physiquement, il était beaucoup plus petit. Ouais. Il était pas assez fort physiquement au corps à corps. Écoute, il s'est fait brasser, là. Puis Holloway, c'est un gars qui est reconnu pour être dur à amener au sol en plus. Et ça n'a même pas été difficile. Là. Non. Mais je comprends ceux qui chialent, ceux qui s'attendent, comme tu dis, un stand and bang puis tout. Il y en a un peu à la fin, là, le fameux... Ouais. Hey, ben, Oliveira est allé, puis il l'a tagué. C'est Oliveira qui l'a tagué. Ben oui, il a gagné l'échange. Écoute, oui, c'est pas fait de finir Holloway, mais est-ce que ça méritait de recevoir ce black belt après? Bon, là, tu touches un point sensible. Là. Tu sais, des fois, là, il y a des coachs comme ça, je me dis... Moi, probablement, je suis pas si fan que ça de donner les belts après un combat d'MMA. Oui, s'il y a eu... Tu sais, ça me fait penser à Woodley qui avait reçu sa black belt après avoir fait un knockout d'une couple d'années. Ouais. Tu sais, parce que c'est une pratique très courante au jiu-jitsu. Exemple, tu viens de gagner un gros championnat ou un gros tournoi sur le podium, on te donne ta ceinture. Ça, je trouve ça correct. Mais il n'y a jamais un gars qui a reçu sa black belt avoir perdu son premier combat au championnat du monde. Là. Ben, c'est un peu la même chose. Un, tu viens de perdre. Puis deux, tu viens de te faire schooler au sol. Ouais. Ah, il s'est pas fait soumettre quand même, là, ça monte. OK, c'est beau, là, mais en même temps, il faudrait que quelqu'un il montre comment sortir de body triangle. C'est chose qu'il n'a pas semblé avoir eu dans son arsenal. Fait que ça, c'était ridicule. Fait que je suis pas très fan de ça. On le voit souvent, là. Paulo Costa l'a reçu aussi, puis c'était n'importe quoi, là. Tu vois, ça peut-être quand on va refaire des capsules combat pour les nuls, on va le montrer comment sortir d'un body triangle. Parce que clairement, à l'UFC, on en voit souvent qui sont pas des body triangle. On dirait qu'ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Exact. Tu sais, pour vrai, puis il y a des affaires, je dis pas que c'est facile de sortir de là, mais il y a des affaires instinctives que tu es supposé savoir, juste la manière que tu roules à droite ou à gauche, comment que le triangle est fait, si la jambe gauche ou droite est par-dessus l'autre, peu importe. Oui, c'est technique, mais c'est juste une connaissance générale, honnêtement. Est-ce qu'après ça, c'est facile de sortir de ça? Non. Mais il reste qu'il y a des affaires automatiques que tu es supposé faire. T'sais. Il y a un chemin très précis pour sortir de là, puis comme tu dis, les gars se font prendre le back avec un body triangle, puis sont comme... C'est terminé. Ils attendent quasiment que le round finisse pour en sortir. C'est sûr, il faut que tu défends cette body triangle, en même temps, tu défends pas te faire choquer. C'est pas évident. Je dis que c'est facile. Non. Mais des fois, tu es rendu à ce niveau-là, les gars sont brown belt, black belt, tu te dis, voyons, comment ça se fait que moi, je le sais, comment m'en sortir, puis juste des affaires simples de base, de tourner du bon côté pour être capable d'enlever ce triangle-là. J'ai pas vu ça dans le en fin de semaine. Oh non, zéro. Fait que, en tout cas, la black belt, moi, je trouve que c'était gênant. Accepter la position un petit peu trop Holloway. Puis je sais pas s'il a été surpris par la stratégie d'Oliveira. Ben maintenant, c'est pas un combat de 2 rounds. Là.
Non. Faut que tu t'ajustes à un moment donné. 5 fois. Ouais. Ça a été un copier-coller 5 fois. C'est jamais ajusté, mais je pense que, comme tu dis, il s'attendait vraiment pas à ce type de stratégie-là. Parce que tu regardes au moins les 4 dernières sorties d'Oliveira, c'était un stand and bang debout. Mm-hmm. Il allait légèrement au sol, mais il se relevait puis il allait échanger. Il a zéro échangé. Non. Là, rendu à 36 ans, Oliveira, c'est quoi le prochain? Je veux dire, il va attendre le gagnant de Topuria puis Gagey, qu'on va parler tantôt. Tsarukyan qui va-tu revenir? Il est comme un peu dans... Il s'assoit puis il va attendre. Je pense qu'il est correct. Il peut s'asseoir. Puis, oui, il peut s'asseoir. Il est un peu d'un catch-22, mais je suis pas inquiet. On parle souvent de Money Fight. C'est le gars que tout le monde veut voir. Un peu comme Gagey. Le Gagey est tombé champion intérimaire, mais un Oliveira, il est sur une carte. Tout le monde est content tout le temps. Là. En demi-finale, on avait Carlos Borralho face à René Derrida. Derrida ne semble jamais être dans le coup. Il n'a jamais été capable d'embarquer. Encore une fois, 5e combat en 14 mois. On dirait que son corps ne répond pas. Non. On dirait que sa tête veut y aller, son corps ne répond pas. Est-ce que sa coupe de poids est trop importante? Là, on a vu que... Monte à 205 livres. Monte à 205 livres. Bonne décision, je pense. Que c'est une bonne décision. Il était champion à 205 livres également à ONE FC. Je pense que c'est une bonne décision parce que, il était pas... Il semble se décourager vite. Oui. C'est-tu moi ou c'est ça? C'est ce que j'aime pas aussi. Quand ça fonctionne pas d'emblée, il se décourage, puis dans son non-verbal, body language, ça paraît en plus. Ses kicks tombent flat. Il va, mais il va pas. Puis il y a eu des occasions, là. Je te dirais, dans la deuxième partie du combat, il touchait quand même. Ouais. Si tu regardes le visage de Barlow, il est beaucoup plus affecté. Ouais. Il a touché dans ce combat-là. C'était pas une décision si à sens unique que ça. Là. Je veux dire, c'est la bonne décision, mais dans le sens, il y a eu des échanges. Barlow n'a pas marché sur The Raider non plus. Ouais. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Mais il se décourage vite. Avoir été un peu plus à la guerre, mais est-ce que son corps lui permet? Est-ce que les coupes de poids l'affectent trop? Mais tu sais, tu regardes ces deux gars-là, 185 livres, qui sont dans le top 10 mondial. Tu mets ça face à un Schmab, ils se font défoncer. Lui, ça, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Il n'y a même pas de combat. Tu sais, même Strickland, la gap est gros, là, je trouve. Là. Le gap du top 3-4 versus le reste est gros. Ça n'a pas toujours été comme ça dans cette division-là, mais là, ça semble se grandir comme gap. Imamov passe sur ces gars-là. Là. Le Borralho a callé Duplessis. Ouais. Duplessis. C'est un bon call. C'est un très bon call, mais je pense que Duplessis traverse Barlow. Il est unidimensionnel quand même. Là. Rob Font qui, je pense qu'il a oublié sa takedown defense chez eux. Ouais. Il l'a pas amené avec lui dans le combat. J'ai été surpris. Mais c'est pas que Rosa a fait des choses extraordinaires. C'est qu'il y avait absence de défensive contre les amenés au sol complète de Rob Font. Quand tu sais que Rosa lutte abondamment, cherche la soumission au sol. Il a commencé le fight, il était très bas sur ses jambes. Ouais. Mais... Tu sais, quand t'es un bon boxeur comme lui, quand tu changes ton standing, ça sortait pas comme d'habitude. Là. Ben non, c'est sûr, la vitesse des coups sort pas au même volume. Mais comme tu dis, c'était une évidence qu'il a pu se faire lutter dans ce combat-là, puis il l'a pas fait. J'étais surpris parce que j'avais dit que c'était une espèce de combat piège. Tu sais, un Rob Font était capable de sortir une grosse performance. Moi, j'avais pris Font. Ouais. Puis, vois-tu, c'est Rosa qui... Non, c'est une défaite qui va faire mal, ça, pour vrai, honnêtement. Là. Il commence à être moins pertinent, peut-être un peu, fait que tu descends dans le classement. Mais Rosa a montré qu'il est sérieux. Il a été agressif. Il s'est pas laissé impressionner par un gars qui avait beaucoup d'expérience. Un nom, quand même, Rob Font. Il commence à monter dans là, il rentre dans le classement et pas à peu près. 21 ans seulement. Ouais, je suis content. Il y a beaucoup d'avenir, de belles choses qui s'en viennent pour lui. C'est un Mexicain. Il y a beaucoup de fanbase derrière lui. Pour vrai, c'est un bon vent de fraîcheur, 135 livres. Là. Rapidement, Dauber qui a assommé Johnson, et pas à peu près. Johnson a 39 ans. Là, on va se demander, il est encore top shape, et c'est un vétéran de l'UFC, mais on va se demander qu'est-ce qui va se passer après. Puis Rodriguez qui prend sa revanche face à Ferreira. Ferreira qui l'avait knocké 4-5 ans avant. D'une autre organisation. Non, c'était à l'UFC. Ouais, c'était à l'UFC. Puis finalement, Rodriguez, il a lancé 2 coups. Il a attendu, il a lancé une main droite à Mané, il l'a assommé, pas à peu près. C'est incroyable. Fait qu'il prend sa revanche. Combat très bizarre, là. Galbraith face à Long Chao. Difficile à regarder, même. Difficile à regarder. Tu vois que Galbraith n'a plus confiance dans ses moyens. Tu le vois très bien. Là, il y a 2 points enlevés au 3e round. C'est à cause de ça qu'il gagne. Là. Herb Dean qui enlève 2 points. Herb Dean encore qui est pas pareil. Inconstant. Pas d'un gala à l'autre. Ouais. Dans le même show,
Herb Dean, il a l'air perdu comme je sais pas trop quoi, puis après ça, il fait d'autres choses. Là, il faut que tu sois cohérent toute la soirée. Ça fait pas de sens. Je dis pas que les 2 points étaient pas mérités de se faire enlever. C'est pas ça. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que c'est pas constant. Fait que, tu sais, ça mêle un peu les combattants aussi. Mais clairement, il y a eu 2 fautes de Long Chao, puis c'est pour ça que c'est vraiment pour ça que Garbrandt n'a pas gagné ce combat-là, je m'excuse. Là. Puis, à un moment donné, je pense qu'il faut... Tu sais, Cody, je pense que le temps est fait. Là. Il n'a plus confiance en son menton du tout. Fait que ça se reflète dans ses performances. Ce qui faisait sa force, il avait des excellentes mains, une grosse force de frappe. Là, il est plus capable de l'exprimer. Mais quand il s'est battu contre Dominic Cruz, il allé chercher le titre. Là. Il n'a pas juste montré des bonnes mains, il a montré un footwork incroyable, il a montré de la lutte. Ben, c'est un tout. Là, puis là, après ça, TJ Dillashaw l'a battu, puis il est parti avec son âme. Ouais. Il est parti. C'était sa première défaite en carrière. Ouais. Là, c'est jamais revenu. 3 victoires, 7 défaites dans ses 10 derniers combats après cette défaite-là, depuis la défaite à TJ Dillashaw. Dillashaw, il a enlevé son mojo. Ouais. L'espèce d'aura qu'on parle souvent d'un combattant. Ouais. Parce que si je me trompe pas, il avait battu Barao aussi. Dans sa rise. Ouais. Peut-être Barao, que moi je voyais comme un champion qui serait là 100 ans. Là. Il l'avait battu. Après ça, il avait eu le titre contre Dominic Cruz. Puis comme tu dis, c'était un des hot prospects. Ben, pas prospects, qui était rendu champion, qui était là pour durer longtemps. Spectaculaire. Ouais. Je sais pas. Comme tu dis, il a tout perdu. Puis tu sais, même dans ce combat-là, il a essayé de faire d'un show, maintenant. Mais t'es comme. Faut regarder une petite Jane, là. Oui, le combat est à chier. On va chercher une victoire, là. Puis ça va être correct, là. Fait que c'est ça. Ça a été. Il y a eu beaucoup de critiques envers ce show-là. Il y a eu 226. On a manqué un peu de surtout que c'était un gala numéroté. Gala numéroté, c'est ça. T'sais, le monde a payé cher pour ceux qui c'est le pay-per-view encore pour un show de main. Mais en même temps, tu peux pas savoir. Là. Étant donné que le main event, c'est le BMF, peut-être ça aurait pris un petit quelque chose de plus pour le co-main event. Ouais. Le combat avec du recul, Barolo contre The Raider, ça aurait peut-être dû le deuxième avant-dernier, si on veut. Il aurait peut-être avoir un combat un petit peu plus substantiel. Mais encore là, ils font tellement de shows. Puis là, avec l'argent qui se passe à gauche, à droite, sur Netflix, après ça, les Zuffa Boxing, les gars veulent plus d'argent, ça devient de plus en plus dur à négocier. Oui. Puis la semaine passée, j'avais dit, je vais te conter une affaire que Dana White a dit à propos des bourses des combattants, puis finalement, je ne l'ai même pas dit, ça m'a comme sorti de l'idée. C'est vrai. Mais là, je vais le dire, là pour ne pas l'oublier. Dana White, on parle d'argent au niveau des combattants, puis Dana White, il y a 2 ans, je pense, il a dit, je peux pas me permettre de payer les combattants plus cher parce qu'ils vont s'asseoir et ils donneront plus un spectacle. Ils n'auront plus l'instinct du tueur pour aller chercher le bonnet de performance. Fait que tous les combattants vont devenir plates parce qu'ils vont tous être millionnaires. Là, je suis comme... Business-wise, je comprends ta business. Pour les combattants, je me sens comme une bête de foire. Je me dis, je suis un singe dans un cirque, moi, là. Je suis dans le Colisée de Rome, puis il faut que je me batte pour la plèbe, là. Tu sais, mettons, là. Puis dire ça, tu sais, publiquement, t'es comme, oh, OK. Fait que là, tu sais, avant, on savait, mais c'était comme, ils se gardaient une petite gêne. Sauf que là... C'était loud and clear, là. Ouais. Mais je suis pas en désaccord côté business, mais OK, j'achète ça. Mais les bonus performance, il faudrait qu'ils valent la peine. Ouais. Tu sais, là, ils ont monté à 50 000. Mais OK, tu veux ça, Dana? À 100 000. Ouais, c'est ça, ton case, il est valable, il est logique, ton argument est bon, mais mets ça à 100 000, tu vas voir que les gars vont soigner. Là. Ouais, ben là, ouais, c'est ça. Ben là, les bonus sont à 100 000. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. C'est 25 000 par finition. Oui, par finition. Ça. Mais le Fight of the Night, exemple. Ouais, c'est à 100 000. C'est à 100 000, mais je parle des bonus de finition. Là. Ouais. Essaye donc ça, c'est 75-100 000. Tu vas voir que les gars vont y aller. Peut-être qu'en fin de semaine, ça aurait fait une différence, mettons, dans le main event. Tu sais, t'es un Charles Oliveira, t'es assis sur beaucoup d'argent, il y a eu des grosses bourses. Mais pour 100 000, un risque de plus, peut-être. Ouais. Tu mets ça avec un autre, tu mets ça avec les autres. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, bon, on parlait beaucoup d'argent tantôt là, avec Netflix qui s'en vient. Il faut vouloir qu'ils se déniaisent, l'UFC, parce que les gars, ils vont s'en aller, puis des gars comme MVP, puis qui ont beaucoup d'argent, puis Netflix qui embarque là-dedans, qui sont prêts à payer les combattants. Là. Exact. Puis on va en parler avec, encore une fois, avec le show d'MVP qui s'en vient. Puis justement, tu sais, Tom Aspinall,
qu'on savait pas trop ce qui se passait, là, signe avec le rival numéro 1 quasiment Ça s'invente pas. de Dana White, Eddie Hearn, en management, seulement pas pour aller combattre en boxe, mais en management. Puis Eddie Hearn, il a dit, dis-moi quand j'ai vu le contrat d'Aspinall, combien il gagnait, il dit, man, je suis tombé sur le cul. J'en revenais pas. C'est sûr que ça fait pas de sens. Tu dis, c'est le champion de son sport, de la plus grosse organisation, puis tu regardes ça, t'es comme, hi. Mais là, c'est ça. C'est en bas du million. Ça fait une solide tollée, là, puis Ouais, il est venu bien en public. Là, les deux parlent, évidemment. Là, Mais cette bonne guerre au sens où Ouais. tu viens de signer Conor Ben, boum, là, l'autre bord, c'est Aspinall. Ouais. Encore là, pour les athlètes, c'est parfait. Ben, exact, c'est ça. Parfait Pour pour les les athlètes. athlètes, c'est parfait. Mais encore une fois, l'UFC, encore une fois, toutes les fois qu'on pense qu'ils sont dans la merde ou de quoi de même, ils sortent de quoi, puis ils sont capables d'aller gérer la crise. Ben là, il y en a une grosse qui s'en vienne, puis là, il va falloir qu'ils réagissent assez rapidement. Ouais. On parlait d'MVP, tantôt, on va en parler pour le show Netflix, mais grosse nouvelle avec ESPN qui ont un partenariat à long terme pour la promotion de la boxe féminine. Et je pense MVP, ils ont à peu près une quarantaine de boxeuses maintenant sous contrat. Puis, pour ESPN, c'est un partenariat à long terme. C'est extraordinaire pour vrai. Là. Ça, c'est gros. Oui, parce que je pense justement, dans l'annonce, ils ont fait un poster avec toutes les combattantes. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Puis, le sport féminin, on Donc, sait... Kim Clavel. Oui, exact. Le sport féminin, Kim Clavel et, je sais pas si c'est signé avec elle, là, mais Léa Baudouin, elle s'est battue sous MVP. Mais bref, le sport féminin est en plein essor. C'est sûr, pour ESPN, c'est un deal. Là. C'est parfait. T'sais, de donner l'exposure à ces filles-là. MVP, ce qu'ils font, on aime ça chialer contre eux pour le cirque qu'ils font un peu, mais pour ce volet-là, là, C'est des génies de marketing. un jour, on n'en parlera plus des combats de Jake Paul. T'sais, MVP va devenir vraiment une promotion crédible. Elle l'est déjà, mais on n'en parlera plus pour les mauvaises raisons. C'est ce que je veux dire. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Puis, continue au niveau de la boxe. Premier champion de Zuffa Boxing, Jay Opera. Ça se peut que vous ne savez pas c'est qui. Mais il était champion d'IBF. Ouais. Et de ring. Et de ring, exact. Ouais. Puis là, avec cette ceinture-là qu'il est allé chercher, IBF, il a enlevé son titre. En fait, ils n'ont pas sanctionné le combat. Ouais, c'est ça, OK. Fait que ça comptait pas pour une défense du titre. Puis là, ce que ça crée, c'est que l'avocat de Opera veut déposer un case en cours justement parce que c'est un peu un monopole. Pourquoi le combat n'est pas sanctionné? Parce que c'est dans une autre promotion? Mais si ça avait été WBC, WBA, peu importe, ça aurait été sanctionné? C'est parce que là, on essaie de changer Le modèle. Le modèle, le Big Four, qui était les Ouais. 4 ceintures. Là, mais là, on veut rajouter Ring et Zuffa là-dedans. Ouais. Donc, si tu deviens champion si tu deviens champion unifié, mettons, C'est il y aurait 2 autres ceintures 6 ceintures. de plus. Ouais. Mais c'est ça. Fait que Le monde de la boxe, changer des affaires. C'est difficile. ça va C'est être très difficile. archaïque comme monde. Ouais. Puis, Puis je dis pas que c'est la chose à faire, là. Je dis juste qu'il s'attaque à un gros problème, là. un gros problème, mais vois-tu, il y a un premier champion Zuffa. C'est fait. Ouais. Fait que tout le monde a beau chialer, crier, peu importe, brandir le Ali Act. Arrêtez, là, c'est fait, puis il y en a un. C'est fait. Puis OK, le Ali Act, c'est bien beau, je comprends. Ali Act. Tu peux le brandir d'un côté, mais après ça, tu peux pas dire je sanctionne pas le combat parce que c'est pas correct. Ben, ça crée exactement le même problème. Là. Et puis là, on a su que Zuffa avait offert de signer Anthony Joshua. Après Conor Ben, lui, il est parti. Joshua, il a dit non, moi, je reste avec Eddie Hearn. Ouais. Fait que, tu sais, Mais il ils sont essaie- agressifs. Oh, Ils sont là. agressifs. Mais tu sais, l'argent vient pas de leur poche. L'argent vient d'Arabie. Exactement. Ça prend ça pour changer le monde, si on veut, là, malheureusement. Là, ça prend ce type de fonds monétaires-là. Mais ils vont en signer des gars. Là. Ah, ben oui, c'est ça. Ça shake le cocotier, puis encore là, on se répète, mais c'est super positif. Et puis Conor Ben, il se bat pas au Apex, là, au Même Meta, pas. là. Il se bat en C'est sous-carte une entente de promotion, de comme on disait. Usyk. Exact. Pas de Usyk, de Fury. Fury, Puis exactement. Makhmudov. Fait ouais, c'est intéressant. Mais Jai Opera, comme tu sais, on le connaît pas tout. Grosse performance. C'était chez le KO. Puis, bravo. Tu sais, c'était... Encore là, moi, je les écoute pas tous. Je serais menteur de dire ça. Mais les Zuffa Boxing, j'en écoute une fois de temps en temps, depuis que c'est commencé. Puis c'est pas mauvais, là. Ça s'écoute bien. Ouais. Ça s'écoute super bien. Mais je pense qu'encore une fois, ils bâtissent ça comme il faut, tranquillement, au Apex. Ça va Un bien. money whoop, là. ça va être au T-Mobile. Puis, Mais c'est ça, ils vont c'est signer encore plus gros. Puis, tu sais, ils construisent quelque chose. Tu sais, que t'es aimes ou t'es aimes pas, Ils l'ont fait, ils vont le refaire. Là. Ben, c'est ça. Ils l'ont la recette. Là. Exact. C'est ce qui t'emmène le round 1, mon Matt. Et on s'en va au deuxième round. Round
Deuxième round, là, on a du stock. Rapidement, on va parler de l'UFC qui s'en vient la semaine prochaine. Pour différentes raisons. Pour une. Il n'y a pas des très, très gros noms là-dessus. Il y a une Canadienne. Donc, encore une fois, à TVA Sport, direct, à TVA+. Je pense que là, pour les prochaines semaines, c'est la dernière fois. Ça fait 3 semaines de suite qu'on est là. Il y a les combats préliminaires la semaine passée. Cette semaine, c'est la même chose. Si c'est pas les sénateurs, c'est la classique mondiale de baseball. C'est une question de contrat. C'est pas une question de choix ou qu'on aime plus le baseball que l'UFC. Ça n'a pas rapport. C'est une question de contrat. Donc, encore une fois, samedi prochain, sur TVA Sport Direct, TVA+. En finale, Josh Emmett face à Kevin Valjeas. Grosse opportunité pour Valjeas de rentrer dans les classements. Ouais, Josh Emmett, qui est le gatekeeper par excellence. Deux bons cogneurs quand même. Deux bons cogneurs. Mais Josh Emmett, on l'a vu dans le passé, trouve souvent le moyen de créer la surprise. Il y a une grosse overhand. T'as dit, là, il faut qu'il crée la surprise. Oui, parce que ça serait surprenant. Il est 1-4 à ses 5 derniers. Ça serait fort surprenant. Mais voilà que tu parlais, c'était pas une carte super excitante. Là. Ça, c'est le main event. Là, c'est ça. Encore une fois, ça revient à dire ils font beaucoup de galas. À un moment donné, c'est sûr qu'il y a. Puis ça veut pas dire qu'un combat va être plate. Là. Des fois, on a des surprises. Des pépites qui arrivent là-dedans dans ces galas-là. Là. Puis tu sais, surtout Valjeas, il est 17-1, puis il y a 12 knockouts. Et puis, ça risque pas de passer les 5 rounds, ça. Là. Mais, je me répète, ça aurait peut-être été une belle carte d'un jeu du soir, ça. Un jeu du soir. Ou un vendredi. Moi, je t'en parle souvent de ça. Moi, j'adore cette formule-là. À soir, c'est UFC BJJ. Là. On est le jeudi, là, vous comprendrez, on enregistre les jeudis. C'est UFC BJJ. Hey, c'est cool de regarder ça. Après, moi, je donne les cours de Jiu-Jitsu le jeudi soir. On se met ça sur la TV au gym, on écoute ça en gang. S'il y avait un UFC, on ferait la même chose. Ils l'ont déjà fait avant. Tu sais, moi, quand je me suis battu contre Kyle Noak à la finale de Tough Nation, c'était un mercredi. Ça, c'était spécial. C'était un mercredi. Quand je me suis battu contre Ben Saunders à Boston, c'était un dimanche. Ouais, là, ils vont faire dimanche à Maison-Blanche, mais sinon, c'est tout le temps le samedi. Je pense que c'est une habitude qu'ils ont créée avec le monde. Mais pour un combat moins... pas un combat, une carte moins d'importance comme ça, je trouve justement, ça serait un vendredi soir, tu ne tentes pas de sortir, tu écoutes un petit UFC. Faut que tu sois fan en maudit, puis là, je crache pas sur l'UFC, là, c'est pas mal mon employeur, là. Mais est-ce que tu vas briser tes plans samedi soir pour écouter Emmett contre Valjeas? Exactement, tu réponds à la question aucunement. Par contre, quand c'est un jeudi, vendredi plate, t'es chez vous, moi, l'écouter. Je suis d'accord. Puis, c'est ça. Valjeas, qui est 6 victoires de suite. La seule défaite qu'il y a eu, c'est Jean Silva qui l'a knocké. Il y a Medal Mosh qui va se battre contre la Canadienne, Gillian Robertson. Robertson. Lemos qui a perdu son dernier combat face à Tatiana Suarez, mais Robertson qui est sur 4 victoires de suite. Une bonne technicienne au sol, une bonne black belt. Ouais. Fait que ça, c'est le fun. On va suivre le combat avec intérêt. Un samedi soir. Je sais pas ce que tu fais toi. Je sais ce que tu fais samedi soir, mais... Pas mal là. Mais j'achète un œil. Tu sais, je suis capable d'un party de Noël à regarder des combats de Jiu-Jitsu en direct. Hein? Regarde-toi pas. On est rendu, là. Carte de la Maison-Blanche qui a été annoncée. Pétard mouillé? Ou les attentes étaient peut-être... Ils ont donné trop d'attentes avant. Moi, je pense qu'ils nous ont donné trop d'attentes. Mais... En même temps, c'est pas parce que, d'après moi, c'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé. Pas faute d'essayer, ça, j'en suis convaincu. Aux gens à qui j'en jase dans mon entourage, je dis, hey, faites juste penser, juste côté calendrier, faire atterrir tout ça. Là. Pas tout le monde qui est prêt à se battre demain. Là, tu peux pas dire, on met sur pause le UFC jusqu'au mois de juin. Tu sais qu'il se passe rien. Il faut qu'il y ait des combats. Pas juste ça. T'sais, moi, j'ai un combat. Mettons, le Jones, on dit qu'il avait demandé 30 millions pour se battre là, puis on lui a offert juste 15 millions. Puis ça a sorti de ça. Puis là, après ça, le Jones, il dit « Ah, c'est pas vrai, j'étais supposé d'être là. » Dana White, il dit « Non, il n'y a jamais eu de négociation avec. » Puis là, Jones qui demande de se faire libérer de son contrat. C'est un méchant bordel. Mais tu sais, il n'y a pas de Jones, il n'y a pas de Matchev, il n'y a pas de Conor McGregor. Là, t'es comme... On ramène Chandler qui a perdu... Il a juste gagné contre Tony Ferguson puis Dan Hooker au UFC. Je comprends que c'est un American build, mais c'est correct. C'est le seul argument pourquoi il est là. Carl Dykhouse, qui est sa carte principale. T'es comme... cette carte-là, t'es comme... Puis là, t'as le combat intérimaire, Pereira qui monte. C'est sûr que nous autres, on s'attendait à Pereira contre Jones. On donne un 5e combat de championnat du monde à Cyril Gane. T'es comme, OK, lui, il fait partie des bons côtés de l'UFC. Puis la finale, Ilia Topuria contre Justin Gaethje. Le manager de Ilia Topuria, qui est le même manager que
que Makhachev, il dit, un jour, vous allez savoir la vraie histoire, mais on a négocié toute la nuit. Puis c'était ça qui était supposé être le premier combat. C'était supposé être Topuria contre Makhachev. Puis finalement, ce combat-là comme chier. Puis... C'est ça la rumeur à peser. C'est ça le combat qui aurait chié. Ben, c'est ça. Explique donc ce qui est arrivé à peser. Ben là, à peser, ça s'est beaucoup promené sur les réseaux sociaux. Tu vois, je pense que c'est Sean Shelby qui est dans l'arrière, puis il fait comme ça. C'est Hunter Campbell qui est allé le voir. Exact. Tu le vois en direct, puis c'est là qu'il aurait appris, supposément selon la rumeur, que ça marchait pas pour Makhachev. Mais là, dans les rumeurs qui ont sorti tout de suite, c'est que John Jones vient de pull out, vient de se désister, c'est ça. Mais en fait, ce qui serait logique, c'est que ce soit Makhachev. Puis, c'est le combat qu'on voulait voir. Et là, en entrevue, quand il interviewe les combattants pendant le gala de samedi, il interviewe Gaethje. Gaethje comme, moi, je l'ai su le 12 heures là, que je me battais sur la Maison-Blanche, tu sais. Fait que c'était vraiment le combat de remplacement pour Makhachev, si on fait les là, on dit qu'on on va peut-être rajouter un combat. Il faut. Il faudra qu'il soit gros, ce combat. Parce que là, présentement, là, il y a 6 combats. Là. C'est mince. Puis, c'est ça. Au-delà des 6 combats, comme Bo Nickal, qui se bat contre un gars pas classé. C'est ça. Bo Nickal contre Kyle Dacus, Diego Lopez contre Steve Garcia. Mais là, c'est pas pourquoi, là. C'est Kyle Dacus, il paraît que c'est Donald Trump qui a demandé qu'il soit sur la carte. C'est sorti de nulle part, mais d'un site que. Il y en a des sites boboches, on les connaît tous. Mais c'est sorti sur un site qui a du bon sens, qui d'habitude sont très bons. Il paraît que. Ce serait lui qui aurait rédigé ça. C'est pas et trop. Là, parce qu'on parle vite des fois, ne pas confondre avec Carl Dacus, l'ancien défenseur du Canadien. C'est Carl Dacus. Puis, OK, il a demandé ça. Tu sais, Bo Nickal, je comprends que je sois sur la carte. Tu parlais d'American Boy, là. Tu sais, il y a tout. Il y a le whole package, si on veut. Tabarouette. Je la regarde, je l'ai devant moi, la carte, là. Bon, là, on n'a pas parlé encore de Sugar Sean contre Non, Heyman. ça, on va garder ça pour dessert. On va finir avec... Mais pour le reste de la carte, tu sais, Topuria, Gaethje, je suis pas excité de ce combat-là. C'est logique selon les ceintures et l'intérimaire. Parce qu'on a tellement eu de spéculation. Ouais. On nous a tellement vendu ce show-là comme ça va être le show de la décennie, du millénaire. Mais tu mets ça, moi, je Makhachev, là, tu dis, OK, tu veux que je me batte là? Ça va coûter cher. Là. Ben, c'est sûr. Tu peux pas faire... L'affaire, c'est que tu crées un engouement, tu crées des attentes. Moi, c'est moi le main event de ce show-là. Bro, ça va cracher. Faut que je ça te paye. confirme. Ben oui. Voyons donc, faut que ça paye. Puis, Donald qui avait sorti à un moment donné, qui était pour avoir 5 ou 9 combats de championnat. 6, 7, 8 combats. Une affaire de fou. Fait que tu mets les attentes très, très hautes. Je le sais que c'est pas facile à ficeler. Mais OK, on va dire le main event comme main event, c'est difficile à ficeler. Mais là, je regarde ça, là. Parle-moi un peu de... Tu m'as écrit, là. Parle-moi un peu de l'espèce de recherche sur les casiers. Parce que ça... C'est peut-être ça aussi. Encore là, on est dans le domaine des rumeurs. Ouais, là. Il y ça. en a tellement qui sortent ces temps-ci, mais supposément que John Jones ne pourrait pas se battre à la Maison-Blanche parce qu'il y a un casier judiciaire puis les services secrets de protection de la Maison-Blanche peuvent pas le laisser Parce rentrer. que ça vient de Steve Garcia, je pense, hein, qui a dit qu'il avait été... Il avait demandé s'il y avait un casier judiciaire. Oui, qui ont fait un background check. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce qu'à ce point-là, qu'il ne laisserait pas se battre parce qu'il y a ça? Je le sais pas, mais... Tu sais, il ne faut pas oublier que, OK, là, tu entends parler de Donald Trump, blablabla, mais au-delà de tout ça, il y a tout un décorum alentour de la Maison-Blanche que tu as bien beau être le président actuel, tu ne feras pas changer ça. Là. Donald ne pourrait pas arriver et dire « Ah, moi, là, j'enlève toute ça à sécurité de la Maison-Blanche. » Ils vont dire « Tu sais quoi? » Non. Parce que c'est plus gros que la personne en place. Peut-être. Ça peut être une technicalité banale comme ça. Mais si elle est par là, le président n'a pas le droit d'être là non plus. Là, mais bon, ça, c'est... Mais t'as-tu trouvé que... Tu sais, Dana White, là, il a annoncé cette carte-là avec Joe Rogan à l'UFC 326. Même lui, il n'avait pas de l'air excité. Non. Ben, il est tellement... Ouais, c'est ça. Il avait de l'air défaite. Il avait de l'air, là... Pour vrai, là, il avait pas de l'air excité. Puis c'est dur d'être excité par une carte quand ton propre président n'est pas excité par ce qu'il annonce. Ben, tu sais, s'il y a eu des jeux de coulisses jusqu'à la fin comme ça, par exemple, à peine... même pas 24 heures avant l'annonce de la carte, tu t'apprends que un de tes gros morceaux vient de tomber. Peut-être qu'il est encore sur le cul de ça, tu sais. Mais mets ton game face. Je sais, mets ton game face. Je comprends que c'est à la Maison-Blanche, là, mais il doit y avoir de la pression. T'es le promoteur. Faut que tu fasses la promotion de ça. Mais vends-moi que c'est... Il y a de l'air complètement à bout du UFC, là. Honnêtement. Là. De plus en plus, peut-être. Quand on le voit en entrevue, de plus en plus quand il parle à la conférence de presse, il a de l'air au bout du rouleau, man. Ben,
regarde, là, il est beaucoup impliqué dans Zofra, puis on disait, ça vient les fonds viennent d'un chèque, là, puis tout. Mais tu sais, peut-être qu'il a pris goût à ça, que c'est plus facile. Tu sais, Dana, il s'en va négocier avec un corner band, ou tu sais, on rappelle ça. Peut-être que cette facilité-là, ça l'excite. Peut-être qu'il est tanné. Là, je vais dire de quoi de vraiment pas fin, là, mais peut-être, je dis souvent, c'est pas contre les athlètes, là, tu sais, je veux dire, le UFC, le MMA, c'est un sport pauvre, c'est peut-être fort comme terme, là, mais dans le sens que les combattants n'ont pas encore goûté à l'argent dans ce sport-là, et il y a une mentalité qui va avec ça autour de ça à cause de ça. Ils se vendent mal au sens où ils font pas valoir leurs droits. Là, tu vas me dire, Mathieu, c'est facile à au Québec à dire ça, mais tu sais, il n'y a pas d'union, il n'y a pas rien. Fait que c'est un sport qui n'a pas encore de gros argent. Il est peut-être tanné de dealer avec ce monde-là aussi. Moi, je pense... Je sais pas. Moi, tu sais, puis il y en a plusieurs qui en ont parlé, puis ça fait du sens aussi. Depuis l'arrivée de Paramount, je pense qu'il n'y a plus autant de contrôle qu'il y avait avant. Ce qui fait que là, il y a peut-être un désintérêt sur hey, moi, je peux plus rien faire. Là. Tu sais, là, le boss, puis lui-même, il l'a déjà dit. Il dit moi, je décide plus rien. C'est Anton Campbell qui est là. Il est comme devenu plus un employé qu'un actionnaire majoritaire dans cette business-là, ou peu importe. Là, il n'a jamais été actionnaire majoritaire, mais tu comprends ce que je veux dire? Une mascotte, même. Peut-être. Tu comprends? Ouais. Le frontman, puis that's it. Tu décides plus rien, puis tu n'es plus impliqué dans les grandes décisions. C'est Paramount qui lead ça. Puis de plus en plus, il y a du monde qui le disent là, que c'est c'est sorti. Là. Il est plus aussi important dans le pouvoir décisionnel qu'avant. Puis, tu sais, dans la White, ça a des profils de control freak. C'est ceux qui font le succès, en fait. Là, s'il n'est pas impliqué, ça ne l'intéressera pas. T'sais, c'est des businessmen. Il a de l'air à bout. Oui, il a l'air à bout. Quand il parle de l'UFC dans des entrevues, il a l'air en désintérêt de plus en plus. Puis là, tu sais, ça joue de plus en plus à la diva, on va dire, les champions. Ils veulent les blockbuster fights, ils veulent même plus défendre leur ceinture, puis ça, ils veulent tout de suite le super fight dans l'autre division. Ouais. Ils semblent gazés de ça aussi. Ouais. Fait que, je sais pas. Mais là, on va parler de la bonne nouvelle. Ouais, ça c'est... Ayman Zahabi face à Sean O'Malley sur la carte de la Maison-Blanche. Pour voir, on l'a pas vu venir. Ouais, parce que nous autres, on l'a annoncé samedi. La carte, on l'a annoncé, puis c'est venu je ne vais pas dire du champ gauche parce qu'il mérite de se battre contre Sean O'Malley. On en avait déjà parlé. C'est un combat qui faisait du sens dans l'échiquier, là. Mais là, on met Ayman Zahabi à la Maison-Blanche. Gros combat, grosse exposure. Face à un combattant qui est, je pense, qui est quand même prenable, O'Malley. Surtout là, présentement, avec sa dernière performance qui a été très safe. Gros fighting IQ du côté d'Ayman, avec son frère aussi, Fira. Je pense qu'on va avoir une belle préparation pour ça. Oui, vraiment. Je pense qu'il est plus polyvalent. Ayman est bon au sol aussi, capable de lutter. Sugar Sean a montré qu'il était capable de se relever quand il se faisait takedown, par contre. Ouais. Mais c'est pas le Sugar Sean des beaux jours, là, qui trouve le menton facilement avec sa fameuse Magic Touch. Ouais. Mais c'est un combat qui fait beaucoup de sens. Mais là, que ça donne à la Maison-Blanche. C'est puis là, j'ai trouvé ça cool. Ayman, il est sur toutes les tribunes en ce moment. Il dit je vais représenter le Canada, j'allais chercher cette victoire-là contre un Américain en plus. Ça a comme une saveur politique en plus. Ça peut arriver ça peut pas arriver à un meilleur gars. Impossible. Ayman, on le connaît, on le sait depuis longtemps qu'il est là. Puis ça a pris du temps avant qu'il prenne son air d'aller. Ça a pris du temps avant qu'on connaisse son prénom parce que c'était tout le temps le frère de l'autre. C'est le frère de l'autre. Mais là, Crème, il est là, puis c'est le fun. Puis tu sais, c'est un bon gars. Là. Il fait partie des gentils, il fait partie des bons, lui. Là. Puis tu veux que ça y arrive, ça. Sourit tout le temps, une bonne vibe. Il prend ça, il est excité, tout. Puis il veut se donner pour le sport. Le gars, il va être commentateur à Samouraï aussi, analyste. Il s'implique dans le sport, c'est excellent. Ça en prend des Zahabi. Puis là, c'est ça. Un Canadien contre un Américain. Sugar Sean qui est le méchant, en plus, on le sait. Ah, ça va être bon. Puis moi, je pense que c'est, comme tu dis, c'est très, très, très prenable pour lui. Par contre, ça y prend une performance claire. Ça prend une victoire claire. Ouais. Ces 2 dernières victoires, il les a gagnées, il les a pas volées. Mais tu sais, il y avait toujours un fond de doute. De doute. Là, ça prendrait une victoire très claire. Puis je pense qu'il peut aller la chercher. Donc, on va vers. C'est sûr qu'on va en reparler à toutes les semaines. Là. Je ne dis pas tout de suite, c'est au mois de juin prochain. Puis peut-être 1 ou 2 combats qui vont être rajoutés à cette carte-là. Il va falloir que ça soit des combats d'impact. Hot take, qu'est-ce que t'en penses? Ça roule les rumeurs aussi. Qu'il donnerait la lune à McGregor pour essayer de sauver la carte. Ça se peut. Ça ferait du sens. Ça se peut, mais encore une fois, si on check le criminal record, ça marche pas. je sais pas. Pourquoi qu'il est allé à la Maison-Blanche, lui? Plusieurs fois en plus. Ben oui, je sais. En tout cas, on va en reparler, c'est sûr. Énorme nouvelle encore, Ngannou qui se fait libérer par PFL d'un commun accord. Il lui restait un combat sur son contrat PFL.
Ngannou, il est parti de l'UFC parce que les conditions de travail, on ne le laissait pas aller boxer, vouloir faire plus d'argent, on a ri de lui un peu pour dire ouais, ça marchera jamais, ça marchera jamais. Colin, il est allé se battre en boxe, il a fait plusieurs millions. Il a dit que son seul combat qu'il a fait avec PFL, il a fait 5 fois plus d'argent que quand il s'est battu contre Cyril Gane à son combat de championnat du monde à l'UFC. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Ça faisait longtemps qu'il était inactif avec la PFL. On s'est séparés. Puis PFL, on en a parlé il y a peut-être 3-4 semaines. On est en train de. On a changé beaucoup de monde aussi en arrière. Le président qui est parti, le CEO qui est parti, Ray Sefo qui n'est plus là. Donc, ça a peut-être joué dans la balance aussi. Oui, puis ils prennent peut-être une autre direction. Puis, tu sais, si t'es pas capable de le faire se battre, tu sais, on s'entend, là, tu passes pas ça sur une carte sans envergure comme PFL fait ces temps-ci, là, tu sais. Faut que tu mousses l'événement, là, si tu fais battre ce gars-là, premièrement, faut que tu le payes aussi, là, tu sais. Fait que, si t'es pas capable d'avoir... Puis même dans ton pool de combattants, si t'as personne pour se battre contre, c'est ça le problème. Tu sais, on parlait que l'UFC, c'est un monopole au niveau des talents. Ben, ça parle beaucoup à ce niveau-là. Puis là, on va en parler parce qu'il y a tellement de rumeurs que John Jones, MVP, tout ça. Mais moi, là, tous ceux qui disent que Cyril Gane a changé la donne, je suis pas d'accord. C'est unique. Moi, je pense pas que c'est un vrai threat au UFC. Là, c'est sûr que t'écoutes, on en a parlé, t'écoutes Ronda, t'écoutes John Jones qui est fâché. Hey, tout le monde va s'en aller chez MVP. Attendez. Là, tu parlais Ngannou, pas Cyril Gane. Non, excuse-moi. Ouais, OK, c'est bon. Ngannou, il était dans un contexte parfait pour s'en aller. Son combat terminait où il a joué la clause jusqu'à la fin. C'est ça. Il a joué la clause jusqu'à la fin. C'est un espèce de personnage avec une stature physique incroyable hors du commun. Ça attire, ça. C'est un gros poids lourd qui le quitte. Il y avait cette attractivité-là. Mais il n'y a pas 5 Francis Ngannou qui peuvent sortir et aller faire la même chose. Je pense pas. Puis regarde, ça a été... Si tu regardes avec le recul, j'ai pas vu les chiffres. C'est pas un bon gamble, finalement, que PFL a fait. Pour eux. Ben... Est-ce que ça a augmenté la brand de PFL? Non. C'est battu une fois contre un gars très peu connu. Ça n'a rien changé. C'est ces 2 combats de boxe. C'était des freak shows, ces combats de boxe-là. On va se le dire. Je sais pas. Je pense que ça va demeurer anecdotique. Ben, il y en a un qui va le payer, en tout cas. MVP. Ouais. Jake Paul, il va le payer. Il paye. Il va le payer parce que là... Encore là, il se bat contre qui? Il se bat contre Philippe Lins, qui est un Brésilien. Bon, il serait supposé pas passer mauvais. à travers. Pas mauvais. Pas mauvais. Lins, il est pas mauvais, mais c'est sûr que l'attraction, c'est Ngannou. Il va se battre en co-main event de Ronda et Gina Carano. Là, il y a une conférence de presse. Ça a revolé quand même. Il y a eu peut-être des comptes personnels qui ont été réglés dans cette, dans cette conférence de presse-là. Gina Carano, on lui a demandé pourquoi tu reviens. T'sais, on se posait tout le temps la question-là. Elle a dit c'est Ronda qui m'a appelé. Ronda m'a appelé, elle m'a demandé très poliment, elle a dit t'es la figure féminine des arts martiaux mix depuis le début. C'est à cause de toi qu'on a vraiment eu une visibilité. Après ça, on a fait notre travail chacun à notre bord. Ça serait un honneur de pouvoir faire ce combat-là. Elle a dit OK, correct. Elle a checké, elle a accepté. Ça, c'était correct. Ça, c'était bien. Il y a eu beaucoup de respect entre les deux. La belle partie. Après ça, ça a chié. Boom. Ronda qui a raidé ses comptes avec Dana White puis l'UFC. Ngannou qui était avec des déclarations. John Jones qui s'est mêlé de ça à travers d'autres médias. Mais on revient à Ronda, là. Elle avec c'en a un autre. Tu parlais de Dana White qui semblait blasé de la vie puis tout. Ronda, là, elle n'a pas l'air d'aimer la vie au quotidien. Je sais pas. C'est... ouais. Elle me rappelle pourquoi je l'ai depuis toujours. Parce que c'est personnel. C'est rarement positif. Je regardais à Moses de conférence, là. Avec sa face hargneuse. OK, quand c'est le personnage, je trouve ça cool. C'est comme je te dis. Ouais, mais c'est plus un personnage. C'est elle. Je l'ai côtoyée à quelques reprises quand je me battais parce qu'elle était dans l'organisation déjà. Elle est comme ça tout le temps. C'est pas un personnage. Elle est désagréable. Point. Ça transpire au travers de l'écran. Mais elle a fait ce qu'elle a à faire. C'est une légende. Je veux dire, on peut pas y enlever ça. Sauf que là, c'est ça. Là, elle s'en va cracher sur l'UFC. Elle dit que les combattants sont obligés, comme Valentina Shevchenko est obligé de vendre ses tits sur OnlyFans pour aller chercher de l'argent. C'est leur champion, ça n'a pas de bon sens. Que Dana White s'est rendu un clown de Paramount, qui est rendu un employé. C'est peut-être pas faux ce qu'elle dit, là. Il y a un peu de tout vrai là-dedans, mais une façon de le dire, toujours, là. Puis là, tu peux me dire de l'autre bord, Dana White, c'est pas le plus chic des personnages quand il s'exprime non plus, là. Il est assez frontal, lui, avec. Mais quand même, moi, ça m'a juste laissé
C'était comme une ex fâchée qui s'en allait avec le meilleur ami de l'autre. Pas le meilleur ami, mais c'est ça, ça me laissait qu'il voulait régler ses comptes au travers de ça. As-tu le goût de se battre? Je le sais pas. Bon, en tout cas, elle a dit que présentement, elle contre Gina, c'est le plus gros combat dans le monde de MMA présentement. C'est le plus gros combat parce qu'ils font partie de la plus grosse promotion qui donne de l'argent. C'est tout. Mais c'est pas le plus gros combat. Là. Moi, autant que tu sais que j'aime beaucoup Gina, c'est pas là mon premier crush MMA. Elle va se faire démonter. Elle va se faire serait supposée se faire démonter pour elle. Elle s'est pas battue depuis 2008. Ouais. Quelque chose en 2008-2009. Exactement. Puis quand à la fin, on avait vu que le gap, mettant les filles étaient rendues tellement bonnes qu'elle s'était fait un peu dépasser, elle avait perdu contre Cyborg. Il n'y a pas de combat là. Elle fait du acting depuis plus que 15 ans. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais elle avait pas de l'air très à l'aise à la conférence de presse. Elle jouait avec ses mains. On dirait qu'elle savait pas quoi faire. Elle était pas à l'aise comme tel. C'était malaisant, je te dirais. Puis, Gina Carano, dernièrement, si tu regardais les dernières années, avait plus ce look-là non plus. Tu sais, là, elle avait un look très féminin, là, puis tout. Elle avait plus ce look-là. C'est comme s'il l'avait déguisé. Je trouvais qu'elle était dénaturée. Ben, elle semblait pas à l'aise. Elle semblait pas à l'aise du tout. Là, t'avais l'autre qui arrêtait pas de chialer contre la vie en général. Non, mais ça me vendait pas. Ça me donnait pas le goût de regarder le combat. C'est tout simplement ça. Le plus gros fait de l'histoire des femmes, non, c'est pas vrai. Ça n'a aucune signification. Non, même pas des femmes. Ouais, le plus gros fait. Tout court. Tout court. Ça ressemble à d'autres qui disent ça. Là, que c'est comme Floyd qui dit que le monde a besoin du combat 2 contre Pacquiao. La planète en a besoin. L'affaire la plus drôle là-dedans, c'est que c'est MVP, c'est Jake Paul. Puis là, après ça, il y avait des questions des journalistes. Jake Paul est descendu en bas, il a pris le micro, puis là, il a parlé à Ngannou. Puis il a dit, tu sais, avant Ngannou, là, t'es allé avec Joshua parce que t'as eu peur de moi, on était supposé se battre un contre l'autre. Ben oui. Il dit, mais là, il dit, t'aimerais-tu ça? Il dit, je te relance encore le défi. Puis Ngannou, il dit, ouais. Il dit, avant, ça m'intéressait pas, mais là, il dit, j'aimerais vraiment ça, te casser la gueule. Encore une fois, c'est des génies de marketing, ces gars-là. Ils préparent déjà l'après. Ouais. Tu sais, ça a l'air peut-être corny en ce moment qu'il est descendu. Mais c'est brillant. C'est brillant comment ils font ça. Ben, c'est à cheval entre du sport professionnel et la WWE. Ouais. Tu comprends? Moi, je trouve que ça se rapprochait. Je regardais la conférence, cette espèce de zoo pis tir, comme tu dis. Le promoteur. C'était gros, la conférence. C'était du bonbon. Là. On a eu des déclarations à l'emporte-pièce, tout. Mais là, tu te rapproches de la WWE. Ouais. C'est du sport-spectacle et pas du... Ben, regarde. C'est du spectacle sportif et pas du sport-spectacle. Oui, mais ça pogne encore. Ah, c'est un modèle d'affaires. Les chiffres ont sorti la semaine passée. Là. La WWE ont fait 1,5 ou 1,7 milliard de revenus, puis l'UFC en ont fait 1,2. Fait que la WWE encore génère plus d'argent que l'UFC sous la tutelle d'Endeavor. Ça pogne encore la lutte. Tu regardes la lutte à la télé, c'est plein, man. C'est une pièce de théâtre avec des athlètes incroyables. J'adore la lutte, là. Mais ce modèle d'affaires-là marche encore, là. Ben, c'est correct, puis j'adore ça, puis ça a sa place. C'est du théâtre sportif, c'est vraiment cool. Mais là, c'est comme si on faisait un in-between. Ouais. On prend le même modèle un peu de la lutte, scénarisé, puis là, on amène ça. T'sais, si Jake Paul était dit ça, ça veut dire qu'il a signé le combat contre Jake Paul déjà. Ngannou Paul. Bon. Fait que ça va être encore du freak show, du cirque. Sportif. Pour le puriste d'arts martiaux mix ou de sport de combat tout court, de la boxe, moi, je vois pas ça positif. Ben, c'est pas vrai. C'est pas que c'est pas positif. J'espère juste que les gens vont faire la différence. Je pense pas que la même personne... Le monde veut voir du spectacle. Ouais. T'sais, on s'en est déjà parlé. Avant, c'était un sport-spectacle. Maintenant, c'est un spectacle-sport. Les performances sportives, ça passe bien avant que le show que tu vas regarder à la télé. C'est rendu ça, pareil. C'est rendu ça. Mais c'est ça. Je veux juste pas que les gens se mélangent. L'amateur un peu plus casual, je veux pas qu'il pense que hey, Ngannou, il a gagné son combat, ben là, c'est rendu lui le plus grand poids lourd du monde. Mm-hmm. Ou, je sais pas moi, Ronda qui bat Gina Carano. Hey, Ronda battrait n'importe quelle championne du UFC. T'sais, ouais, mais ça, c'est la job d'MVP de faire croire ça au monde. Là, je te parle juste en tant que puriste chez eux dans son salon. J'ai un peu fait l'avocat du diable, mais je suis 100% d'accord avec toi. Puis là, en plus, on a posé la question à Jake Paul. Il a dit... Là, John Jones, il s'est fait, il voulait 30 millions, on lui a pas donné. Est-ce que toi, tu serais prêt à donner 30 millions à John Jones? Il dit, ouais. Puis là, après ça, on apprend que John demande de se faire sortir de son contrat du UFC. Matt, imagine si MVP la claque sa gueule, fait ce combat-là, Jones contre Ngannou, avant la fin 2026. Là, ça va revoler. Là.
Dana, Ça va être- il a il déjà s'en plus de remettra cheveux, pas, là, là. mais il va perdre la calotte là, au complet, là, je pense. Ça va donner Ça donne un coup gros coup. de batte. Là. Parce que c'est un modèle de femme VP qui ressemble plus à la boxe. On se le cache pas. C'est des galas ponctuels. T'sais, c'est pas... UFC, c'est une ligue. Puis de toute façon, avec Netflix, le show est déjà payé. Ouais, c'est ça. Upfront, C'est ça. c'est déjà payé. Fait que c'est facile de faire... Ben, facile. C'est un facilitateur. Imagine que Ça MVP serait annonce l'insulte à Ngannou l'injure. contre Jones. Hey man, le cœur, il arrête direct. Là. Directement. En même temps, dans le modèle d'affaires du UFC, c'est putain possible, ces choses-là. Mais dans un modèle d'affaires plus éclaté comme MVP, qu'un modèle d'affaires plus ponctuel, en voulant dire des shows comme des galas de boxe, Ouais. là, c'est plus possible. Il dit qu'il était prêt à donner 30 millions aux deux. Ça roule, hein? J'espère juste que Philippe Lins ne va pas venir tout gaucher ça et qu'il passe un Hail ça Mary. peut arriver. Ça peut. Ça hein. peut arriver. Ouais. Tu sais, Ngannou, je dis pas ça sans manque de respect, c'est pas vrai que c'est le plus grand poids lourd de l'histoire du monde. Non, mais il faut juste qu'il prenne Lins au sérieux. Oui. S'il le prend pas au sérieux, il peut se faire surprendre. Parce qu'il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup d'attention autour de lui. Puis j'ai aimé, par exemple, ce qu'il a dit, parce qu'on lui parlait, il dit, tu sais, on pensait que tu allais peut-être revenir à l'UFC, c'est ta legacy, c'est ton héritage, que le monde va s'en souvenir. Il dit, hey, moi, là, mon héritage de ma legacy, là, c'est mes enfants à la maison, c'est la bouffe que je mets sur la table, c'est comment que je suis payé pour payer les médicaments, mon healthcare, j'ai un toit pour mes enfants, et c'est ça ma legacy. Moi, ce que je veux, c'est ma paye. Paye-moi ce que je vaux. J'ai fait, ben, c'est vrai. C'est vrai, et en plus, lui, ça a une autre signification pour lui. Et quand on connaît son histoire, c'est sûr qu'il n'a pas la même perspective de la vie que moi pis toi. Là, parce que moi aussi, j'étais un gars de legacy, ça m'excite, j'aime ça pis tout. Mais c'est quand t'es dans sa lui, quand t'es venu sur un radeau pour arriver en Europe, là, Il s'est tu sauvé. vois pas la vie de la même façon. C'est sauvé 2 fois. Ouais. Tu vois pas la vie pareil, là. Non. Fait que toi, une ceinture, là, en papier mâché, tu t'en fous, là. Non, mais c'est vrai, pareil. C'est ça, pareil. T'as raison. Raph, Ouais. qui s'en vient. Raph qui s'en vient. Raph 7. On va faire la revanche sur Tsarukyan contre Poulas. Le 2... c'est le 28 mars, c'est ça. 2. Il y avait beaucoup de hype, justement, pour faire le show au hype au Brésil. Poulas qui a refusé. Il paraît qu'on y avait offert 2,6 millions pour aller se battre. Hey, ils ont de l'argent, là. Pour plusieurs T'sais, combats. on va parler du show qui est arrivé, là, mais Ouais. ils ont de l'argent, là. Il l'a là. Puis finalement, il a dit non, moi j'aime mieux me battre sous les règles de Raph. Et finalement, Tsarukyan a dit bon, il n'y a pas de trouble, on va le faire. Fait que ça va se faire le 28 mars. Mais Tsarukyan n'a pas sorti de ce show-là. Il est resté au hype quand même. Là. Ouais. Il était se battre quand même en fin de semaine. Mais juste pour revenir là-dessus, c'est ça qui est cool des combats Jiu-Jitsu ou lutte. Le rematch peut arriver rapidement. Ouais. Regarde, là, en même pas un mois, on va avoir le rematch. T'sais, ça attendra pas 2 ans de temps. Ça va être excitant. Mais oui, il y a eu hype au Brésil. C'était hier, justement. Moi aussi, je me suis dit, tabarouette, ça sort d'où cet argent-là? J'ai été creuser un petit peu, voir cette organisation-là, que je regardais du coin de l'œil depuis quelques temps. Ils ont fait une quinzaine de shows à date. C'est des intérêts russes qui sont derrière ça. Ils opèrent beaucoup au Brésil, mais c'est des intérêts russes. L'argent vient de là. Mais peu importe d'où vient l'argent, ça donne de l'argent dans le sport du grappling. Ouais. Pour offrir un 2,4 millions à un Poulas comme ça, oui, ça venait avec d'autres combats. C'était pas pour un combat, là, on s'entend. Mais ça veut dire, encore une fois, de l'argent dans le grappling. Ouais. Le grappling n'a plus besoin du MMA. C'est plus sa vie De tout moins seul. en moins, ouais. Puis je regardais le show hier, j'ai regardé les combats en reprise. Il y a du monde dans l'aréna, là. Ouais, puis dans T'sais, un ring. Ouais, puis ils ont fait un beau show quand même, puis tout. Parce qu'il faut comprendre que Hype, ils font un mélange de combats de Jiu-Jitsu, submission only par contre. Ouais. Fait que s'il n'y a pas de points, il n'y a pas rien. C'est soumission seulement dans un temps défini. Si on arrive à la fin, c'est une nulle. Exactement. Comme hier, il y a eu 2 nuls, 2 gros C'est peu combats. importe si ça mène le gars 18 fois à terre, si tu le soumets pas, ça finit en nul. Ça finit comme ça. Et fait que c'est un mix de combat de soumission only et de bare knuckle fight. Fait que c'est comme un hybride, c'est leur formule. Puis ça semble pogner. Il y a de l'argent là-dedans, en tout cas. Fait qu'hier, justement, c'était toute la semaine, on a vu des clips à l'emporte-pièce encore une fois. Conférence de presse, ça a revolé. Là. T'avais Pratis qui était l'entre les deux pour les Ah, face-off. il était crampé. Ah, là, Pratis, Pratis, à la conférence je de l'aime, presse. Pratis, ouais. Il perdait le micro, puis les gars, ça se tapait en arrière. Tsarukyan qui s'en est pas mêlé, qui s'est sorti de là. Ouais. Fait que là, Il a bien fait. ça se pogne non, c'était... Pour moi, c'était quelque chose. C'était vraiment bon. Puis c'est sûr, quand t'amènes des personnages comme Bryce Mitchell dans le mix au Brésil, je l'ai trouvé audacieux d'y aller. Tu sais, mettons, là, Ouais. avec toutes les choses spéciales qu'il Ouais, dit. Là. Il est allé contre Jean Silva, il a fait un match nul. Donc, ça a été cool. À la fin, les C'est gars un combat revanche, hein, Ouais. parce qu'il s'était battu à l'UFC, puis Exact. Jean Silva l'avait soumis. Ouais, fait que là, on a vu dans un combat de jiu-jitsu, c'est pas pareil.
Combat nul, bon combat, ça a bougé. Puis ils se sont donné la main à la fin. Ils ont pris une photo. Ben oui, c'est pour le show. Parce qu'ils s'étaient repognés d'un coulisses aussi, en tout cas. Il y a beaucoup une part de spectacle là-dedans. Un autre combat qui est intéressant, c'était Magomedov contre Edson Barboza, qui ont fait un nul aussi. Puis le main event, Tsarukyan contre... Parce que Barboza, là, je sais pas s'il est rendu Black Belt, mais il était Brown Belt quand il se bat encore à l'UFC, mais très, très rarement. Là, mais c'est sûr qu'on le connaissait comme un striker Muay Thai incroyable, des faits saillants de fou. Là. Mais c'est pas un mauvais grappler non plus. Puis là, on l'a vu. Oui, c'était... Puis Magomedov, qui est un autre très bon grappler, ça a été bon, puis ça a été une chaude lutte, combat nul à la fin, là, parce que personne ne soumet personne. Mais ouais, il a démontré qu'il n'était pas juste un gars de Muay Thai avec des knockouts spectaculaires. Puis le main event Tsarukyan contre Mohamed Mokaev. Que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, Tsarukyan, il est bon. Il est fucking bon. Il est allé se soumettre. Il est bon, puis il est dynamique. Tu sais, c'est un pace difficile à soutenir, puis lui, il est capable. Il met de la pression non-stop. Ouais. Puis tu sais, c'est pas juste de la pression, de la grosse pression sale. Non, il est crafty. Là. Ses skills sont très, très, très élevés en jiu-jitsu et en lutte. Il l'a vraiment pulvérisé hier. Puis ça s'est bien fini. Ouais, à la fin, il était le voir, respect, puis ils se sont donné la main, puis tout le kit. J'ai trouvé ça super cool. Mais il n'y avait pas eu d'animosité entre les deux. Là, non, mais ça reste que c'est les deux mal-aimés du UFC qui se sont battus. Mokaev s'est fait mettre dehors du UFC après 6 victoires dessus. Il est invaincu à l'UFC, je pense, mais trop difficile de négocier avec pour son prochain combat. Il a dit ça que ton camp, c'est pas agréable de travailler avec toi. Fait qu'il est parti. Là, après ça, il est allé gagner d'autres combats. Puis il dit, je vais revenir à l'UFC, je vais revenir. Il n'est jamais revenu. Non. Puis Tsarukyan, on connaît l'histoire avec l'UFC, là, quand il a pullé out, qu'il avait mal dans le dos. Finalement, ils l'ont sur le cœur encore. C'est sûr qu'il se passe bien des affaires en arrière qu'on ne sait pas. C'est sûr que c'est plus que ça. Faut qu'il y ait de quoi, parce que tu peux pas discarder un gars comme ça, même aussi tête folle qu'il peut être. Là, on l'a vu, des coups de tête à la conférence de presse. V'là 2 semaines, aller se battre à RAF en ground and pound à la fin. Mais c'est un personnage polarisant, puis polarisant, ça vend. Regarde Tsarukyan, pourquoi il n'est pas sur la Maison-Blanche? Trouve-en un combat. Tu veux un show? Il n'y a pas beaucoup de... Ben là, c'est pas un russe, là, mais il n'y a pas beaucoup de... je comprends. De cette région-là du monde, là, c'est ça. L'Europe de l'Est, on va dire. Balashvili, il n'est pas là non plus. Il y a une raison, c'est un Georgien. Fait que, je pense qu'il y a eu beaucoup de... Même Topuria. Ça a tout pris. Ça a tout pris parce que c'est trop... que c'est pas vrai, cette affaire-là. Parce qu'il disait que on disait que Dana White trouvait... Pas Dana White. Donald Trump disait que la finale était trop hispanique. Elle n'était pas assez américaine. Si Topuria gagne, ben là, le show va finir à Maison-Blanche avec un Espagnol qui finit le show à Maison-Blanche. Fait que là, je suis pas sûr que j'aime cette finale-là. Mais t'es comme... Parce que là, maintenant, on est à court de vedette. Ça prend quelqu'un pour la faire, la finale, puis c'est un gars générationnel. Là, j'espère qu'il s'est pas trompé. Genre, c'est un Espagnol, il doit venir de l'Amérique latine. C'est un Espagnol d'Espagne, là, Donald, ça n'a rien à voir. Georgien, c'est ça. Ben oui, des racines. Mais bref, Tsarukyan, on démontre qu'il a plus mal dans le dos parce qu'il se bat quasiment chaque semaine. Que dans des combats de lutte ou de grappling ou peu importe. C'est excitant, mais maudit, on se répète avec lui, là. J'ai hâte de le revoir. Ben oui, tout le monde a hâte de le revoir. Là. J'ai hâte de le revoir. Je pense qu'il ça va être le seul combat légitime, le seul threat à... C'est quoi c'est pas un problème, mais tant mieux pour lui. Là. Il n'en a pas besoin d'argent. Ah, c'est ça l'affaire. Fait qu'il peut être indépendant. Il va négocier jusqu'à temps qu'il soit content. Il va dire... Moi, j'ai pas besoin de me sacrifier ou de faire la pute, mettons, là, pour aller me battre pour de l'argent qu'il faut pas la peine. Il redonnera, un autre combat pivot, il en a pas besoin. Il est déjà multimillionnaire. Ouais, lui, il veut le title shot. Le combat pivot, il en veut pas. Ou un BMF ou quelque chose de même. Là, un BMF, ça aussi, ça serait une belle opportunité. Il cadre bien dans cette définition-là. Ouais. Si la ceinture existe encore. Si la ceinture existe encore, c'est ça. Je sais pas. Peut-être ramener ça à 170 livres après, là, cette ceinture-là qui était en premier à 170. Oui, c'est vrai. C'était corner contre non, Nate Diaz. C'était Masvidal. Ah, c'était Masvidal contre Diaz. Premier champion. Mais hype à surveiller pour une belle organisation. On parle du plus gros combat de l'histoire, je pense, au Japon. Monster Naoya Inoue qui va se battre contre Junto Nakatani qui est invaincu également. 2 super vedettes dans cette catégorie de poids-là, les meilleurs au monde. Écoute,
Inoue, c'est une... T'sais, ici, on le connaît un peu moins. C'est un plus petit poids. C'est pas battu beaucoup à l'extérieur pour qu'on le connaisse ici. Mais c'est un des meilleurs pound for pound. La dernière fois qu'il s'est battu, là, ça va être au Tokyo Dome. La dernière fois qu'il s'est battu au Tokyo Dome, il avait vendu 55 000 billets. C'était sold out, c'était plein. Pour de la boxe, on fait pas ça souvent en Occident. Là. En Amérique du Nord, je veux dire, là, ou même en Europe. On réussit pas ça souvent. Là. Lui, il le fait. Je sais pas toi, Pat, moi, ça me fascine à quel point... Tu sais, on dit avec l'ère d'Internet, puis tout, le monde est rendu... fait un tout. Tu sais, on est au courant de ce qui se passe partout dans le monde. Qu'il puisse exister des énormes vedettes sportives comme ça, d'un sport qu'on pratique ici, puis qui font toute leur... qui sont des méga vedettes là-bas, puis qu'ici, marcheraient dans la rue, personne ne les reconnaîtrait. Ça me fascine, l'Asie a cette capacité. C'est pas la même culture. Je le sais, c'est ça. C'est pas la même culture, mais l'Asie a cette capacité-là de créer des vedettes, un écosystème propre à eux, que tu vends des 55 000 billets, mais il se promènerait sur Times Square, tout le monde ferait « c'est qui ce gars-là? » Je sais pas si tu te souviens, dans le temps de Pride, là, il avait fait le show en 2000, il a fait Pride, puis il était dans 3 galas différents, dans 3 arénas différents. Il avait mis 80 000 personnes dans les 3. Hey, pas ensemble, dans les 3. C'est 80 000 là, 80 000 là. C'était plein. Là. Le Pride, c'était une religion pour eux autres là-bas. Puis de la manière ça fonctionne, c'était bizarre. Tu regardais Pride, quand il se passait quelque chose, tout le monde applaudissait. Après ça, plus personne ne disait un mot. C'est comme si la culture est différente. C'était vraiment, vraiment spécial. T'entendras jamais un bout parce qu'ils sont au sol. Là. Non. C'est pas dans leur culture, c'est super respectueux. Mais oui, ça me fascine encore parce que, tu sais, mettons, Naoya Inoue devrait être tellement connu ici. Ah ouais. Tu sais, je veux dire, pour vrai, il est dur à passer. Il s'appelle The Monster, mais il est bon, il est rapide, il est puissant. Là, il se bat contre quand même Nakatani qui est invaincu, qui est probablement le meilleur après lui. Ouais. Puis là, on va savoir vraiment c'est qui. Puis les deux étaient supposés se battre l'année passée. Finalement, il est arrivé quelque chose avec le contrat, puis ça n'a pas fonctionné. Mais finalement, le 2 mai au Tokyo Dome, on va avoir le temps d'en reparler beaucoup parce que ce combat-là va faire jaser. C'est un des plus gros combats de l'histoire dans cette catégorie de poids-là. Le plus gros combat de l'histoire japonais entre les deux. Ça va être suivi. Puis d'après moi, il va falloir qu'on rajoute des places à quelque part. Là. Il va y avoir plus que 55 000 billets de vendus ce soir-là. Ils sont très fans, les Asiatiques, la culture asiatique. Regarde, on regarde avec ONE FC qui ont des vedettes propres à eux. Ouais. Qu'on parle même pas qu'ils veulent peut-être venir dans l'UFC. Non. Ils ont leur écosystème là-bas, ça fonctionne, sont bien payés, font de l'argent. C'est des méga stars là-bas. Ouais, Chatri Sityodtong, qui est le boss de ONE FC, qui est super aimé. Il n'y a pas un combattant qui parle contre lui, jamais. C'est pas arrivé. Mais c'est ça, c'est une différente culture. C'est différent. Ouais, c'est un autre game, mais moi, ça me fascine beaucoup. Eux autres, il y a beaucoup de respect. Il n'y a pas de trash talk. Cette mentalité-là, la culture de spectacle là-bas n'est pas envers l'extérieur de la performance sportive. Ouais. Peut-être exemple, tout ce qui est l'alentour, la scène, la pyrotechnie, tous ces trucs-là, c'est des gros shows gars Pride dans le temps. Les entrées étaient spectaculaires. Mais il n'y avait pas l'aspect on se pogne à peser puis des trucs du genre. Ouais, fait comme tu dis, ça, c'est autre chose. On dirait le sport et l'entertainment, c'est 2 choses différentes pour eux là-bas. Ben, c'est la grosse différence entre l'Occident et... Ben oui. Regarde, nous autres, on parle de MVP. Un MVP n'existera pas là-bas, là, tu sais. Ah, faut jamais dire ça. Ah non, je dis pas jamais, là, mais... Ils sont bons, mon gars. Ah, ils sont vraiment bons. On s'en va au Hypoke News. Yes. Hypoke News. Matt, Hypoke News cette semaine. Écoute, ça se peut qu'on ait mis des Hypoke News un peu dans le round 2, mais peu importe. Spoiler. Des petits spoilers. On va parler de Diego Sanchez. Diego Sanchez, on sait que c'est un personnage assez spécial. Il n'avait pas son pouvoir des éclairs à l'époque. Pouvoir des éclairs, il s'est appelé de Nightmare, après ça de Dreamcatcher. Il était perdu. Excellent combattant. Ben oui. Écoute, c'est un bon combattant spectaculaire. Assez weird en entrevue, weird comme personne. Très instable dans sa personnalité. Des fois, il était là, des fois, il était là. Mais là, ça va un petit peu moins bien pour lui. Là. Il reste 2 ans de prison pour un gun charge. Donc, il pétait un plomb puis menacer quelqu'un avec un gun. Dommage. Lui, mais pour les nouveaux, là, vous connaissez peut-être pas Diego Sanchez, mais il a fait partie des grands. Il s'est battu contre BJ Penn, il s'est battu contre les meilleurs. Un des meilleurs. Il est au temple de la renommée. Ouais. Puis un des meilleurs combats de fou que moi j'ai vu avec Diego Sanchez face à Clay Guida. Ça avait aucun bon sens, là, honnêtement. Là. On parle souvent de le combat à Pride d'anthologie, le Monsieur Moustache. Ouais, Nakamura puis Don Fry. Don Fry. On parle souvent de ça que les deux sont.
Ben, c'était l'équivalent de ça, version UFC. Là. Clay Guida contre Sanchez, c'était complètement fou. Puis dans le temps, c'est un newcomer. Il avait lavé la division. Il y avait un gros combat contre BJ Penn de championnat. Puis il y a eu une espèce de descente aux enfers après. Lui aussi, c'en est un, je trouve que... BJ l'avait ouvert. la plus grosse Cooper que j'ai vue de ma vie, je pense. Lui, c'en est un, peut-être que les commotions, ça l'a affecté énormément. T'en souviens le coach qui avait engagé, là? Puis il faisait des entraînements à la tête à l'envers, comme une chauve-souris, puis il tapait dessus. Puis il fallait qu'il passe par-dessus la douleur dans un état d'inconfort. Non, ça veut pas... C'est ridicule. Là. J'avais vu un UFC countdown de lui, là, puis il vivait d'une espèce de maison sur une montagne, là, dans un coin perdu. Puis là, il faisait des roues, tu sais, comme nos enfants font. Il faisait des roues dans le gazon, puis il criait, puis il disait qu'il prenait son pouvoir des éclairs. C'était quelque chose. C'est un spécial. Ça, c'est une belle histoire. Ouais. Ben Askren, on sait, on vous en a parlé dans le podcast. Il est revenu, il est mort 4 fois, je pense, à cause d'une transplantation de poumons. Une belle histoire incroyable. Le gars est en forme, rentre en pneumonie à l'hôpital, finalement ressort de là des mois plus tard avec transplantation d'organes. T'es comme, wow, ça peut arriver à n'importe qui. Il est revenu, une histoire, encore une fois, je dis encore, une histoire incroyable. Puis Netflix saute là-dessus. On lui a offert 10,5 millions pour raconter son histoire. Et là, le monde va dire, ouais, Ben Askren, on le connaît, mais peu importe. Mais ça n'a pas rapport avec le sportif Ben Askren. C'est l'humain. Ça a rapport avec l'histoire de résilience, comment que ça s'est passé. Puis ça vient d'un sportif de haut niveau qui est en top shape, qui rentre pour une grippe à l'hôpital, puis que ça y arrive. Mais on voit tout le processus là-dedans, puis la résilience de Ben Askren. Je trouve ça cool pour lui parce que, honnêtement, même s'il était assuré, ça lui a peut-être coûté une couple de millions. Rester à l'hôpital, avoir 2 transplantations. Là, les frais médicaux aux États-Unis, c'est ça. Une transplantation de poumon. Ouais. C'est une feuille de papier, c'est incroyable. On se rappelle toutes les photos à l'hôpital, là, il était méconnaissable. Là, puis c'était un bon gars, Ben Askren. Je veux dire, il n'a jamais été vu comme un méchant. Là, il y a eu des petites déclarations, mais il était divertissant. Fait que ça, c'est cool. Mais là, encore là, je fais des liens. Là. MVP sur Netflix... Un documentaire sur Ben Askren? Peut-être qu'MVP voudrait sauter sur l'occasion. Mais... Non, je pense, non, c'est pas de ce sens-là que je dis. Okay. Mais du matériel du UFC qui se ramasse sur Netflix, c'est ce que je veux dire. Oui, je comprends. Écoute, c'est un secret de polichinelle là, que le sport va tout se retrouver sur un stream. Là, sur des, c'est sûr, ça. Je pense que Paramount, c'est peut-être la dernière étape avant... Ouais. Pas encore là, c'est un hybride. Là, ouais, c'est ça, c'est un hybride. Là. Il y a du streaming là, aujourd'hui. Là, fait que il va Paramount. Fait que, ouais, t'as raison. La télé conventionnelle, on le sait. Là, t'as voix d'instinction un petit peu. Ouais. Fait que, oui. Mais c'est une solide nouvelle. J'ai hâte de voir ça. Puis, je sais pas si tu as vu, c'est sur Paramount Plus. Ils ont fait un documentaire sur Anderson Silva aussi, sur sa carrière. Non, j'ai pas vu. Ça a l'air que c'est vraiment nice. Je dis ça parce que j'ai vu la matin la nouvelle. Anderson Silva et Charles Sonnen ont regardé le documentaire ensemble. Oh, ouais. Puis tu vois Charles Sonnen pleurer à un moment donné à cause qu'il paraît que c'est vraiment touchant de d'où ce qui vient. Puis qu'est-ce que. Après ça, il y a une descente quand même aux enfants en fin de carrière. Anderson Silva a perdu, je pense, 17 de ses 8 derniers combats. Il l'a tiré à la fin, malheureusement. Exact. Mais en tout cas, sur Paramount Plus, il y a un documentaire sur Anderson Silva, sur sa vie, sur sa carrière. Puis il paraît que c'est vraiment nice. J'allais écouter ça, c'est sûr. Ça, c'est. Les deux ont le casting pour finalement être amis à la fin. Oui, mais ils sont. Oui, c'est ça, exactement. Charles Sonnen, autant je l'haïssais dans le temps, là, mais son après-carrière, je l'adore, ce gars-là. Oui, mais tu sais, Charles Sonnen, il a eu son combat contre Anderson Silva puis contre John Jones. Avec sa bouche. Qui parlait, là. Ouais. Tu sais, il n'était pas supposé d'être... Surtout contre Jones. Oui, surtout. Contre Anderson, il l'avait gagné, là. Il venait de battre Nate Marquardt. Oui, mais t'en souviens, il dit Anderson Silva, il absolutely suck. Ah, c'était bon. Tu sais, on se souvient de ça. C'est probablement un des meilleurs trash talkers qu'il y a eu dans l'organisation, qui s'est pas perdu là-dedans. Non. Connor, au début, était incroyable. Là, après ça, c'est devenu cheap. Oui, voilà. Mais, tandis que lui, t'as toujours senti que tu savais que c'était du show, mais il le faisait de la bonne façon. Juste assez que tu l'haïsses, puis ça, c'est ce qu'il voulait, mais tu savais en même temps que c'était pas cheap, genre des attaques personnelles. Quand il avait dit qu'il était allé au Brésil, puis que les frères Nogueira, ils avaient un autobus, puis ils leur donnaient des carottes parce qu'ils pensaient que c'était un cheval. Parce que la fois, il est allé tellement loin. Je me disais, non, ça n'a pas de bon sens. Ah non, c'était malade. Il est fantastique. Mais il est très bon analyste à la télé. Là. Il est très, très bon. Il est vraiment bon. Puis son podcast, il est bon aussi. Ouais. Là, voilà. On parlait tantôt d'Eddie Hearn, puis on va finir là-dessus parce que c'est comme un fun fact qui, j'espère, n'arrivera pas. Non. Mais il reste qu'Eddie Hearn a dit... on parlait parce que Dana White, c'est un ancien boxeur.
C'est un ancien boxeur, un ancien gérant. Il a commencé gérant de Chuck Liddell et de Tito Ortiz. Mais il a fait de la boxe aussi. Puis là, après ça, il est allé chercher Conor Benn. Après ça, l'autre, Eddie Hearn, on le sait, il est allé chercher Thomas Spinall. Là, les deux se parlent l'un contre l'autre. Là, c'est devenu quasiment un challenge de « Hey, on va faire un combat de boxe ensemble ». Mais moi, Eddie Hearn, j'ai jamais vu de ma vie, mais je savais pas que c'était un gros bonhomme de même. T'as vu le tail of the tape? Ouais, J'étais comme, 6 pieds 5, il est jack, là, pour Ouais. vrai, là. Il est beaucoup plus jeune. Il est beaucoup plus jeune, à peu près. C'est ça, ils sont en haut de 55 ans, les deux, mais quand Ah même. non, Hearn, jeune. 46, genre. 46. Ah non, ça, 56. Dana Pour White. Dana White. Hearn, genre 45, Ouais, 6. c'est ça. Fait que. Mais là, il dit, là, Dana White, puis Eddie Hearn dit, hey, bon, si tu veux qu'on boxe, on va boxer, là. Là, t'es, j'espère que ça se rendra pas jusque-là. Ça... Sur MVP, non, c'est pas vrai. Encore, ouais, c'est ça. Mais encore une fois, c'est que ça se peut que ça arrive, là. Mais moi, il n'y a plus rien qui me surprend. Ben, exact. Depuis les dernières années, tu sais, je veux dire, les espèces de combats cirque qu'on a eu, tout peut arriver. Mais c'est Dana qui avait lancé ça. On pourrait régler ça dans un ring, c'est faux, pis tout. Ça s'invente pas. Il y a aucun autre sport au monde que les sports de combat où tu vois des trucs du genre. Tu sais, tu verras jamais Gary Bettman se pogner avec Roger Goodell de la NFL. Ou tu sais, ça arrive pas, ça. Ouais. C'est malade. Non, c'est écœurant. C'est fou. Écoute, il y a pas mal de stock. On a bien des affaires à assurer dans les prochaines semaines. Matt, merci encore une fois. Gros Merci à toi. show. Je vous rappelle notre concours, Matt. Ouais, concours pour des billets, une paire de billets pour Samouraï MMA au Colisée de Laval le 27 mars. Donc, ça s'en vient. Fait qu'il faut répondre cette semaine. Donc, comment qu'on fait pour répondre? Allez sur le Cause Sport, abonnez-vous pour les extras, regardez l'entrevue que je vais faire avec Firas Zahabi. La question, depuis quelle année Firas Zahabi est propriétaire du Tristar? Donc, répondez-nous, donnez-nous cette réponse-là sous nos vidéos sur notre page YouTube, sur le Cause Sport, sur l'onglet du Cause Show, sur TikTok, peu importe, n'importe où. Donnez-nous la réponse à ça. Et après ça, on va faire un petit tirage avec On va comptabiliser Danton ça. et fils. Tout. Ah oui, dans le fond, on ressort Yves Corbeil. Yves Corbeil va être là. Ça serait Ça carré. serait malade. man. On va l'inviter. Ouais. Let's go. Peut-être qu'il aime les sports de combat. On sait pas. Hey, on se parle la semaine prochaine. Salut.